si t'es pas organisé, si t'es pas rigoureux dans la vie de tous les jours, laisse tomber le freelancing. Faut être honnête. Là, je dois augmenter ma trésorerie, donc je sélectionne aussi ce qui paye le mieux, et ce qui paye le mieux aujourd'hui, c'est YouTube. C'est important de rappeler qu'il y a des gens qui ont 300 abonnés Instagram et qui ont 8 fois plus de projets que moi. Là, on reveut de l'authentique, on reveut du long. On en a ras le cul du trop vite. Chill un peu, tu peux laisser des respirations, t'es pas obligé de tout cut. Ça va aller. Bastille ou Ballot? Et bonsoir et bienvenue sur ElioCast. J'espère que vous êtes ready parce que c'est la dernière de la saison. 32e émission ce soir. Ce soir, messieurs, dames, je suis avec Justin. Coucou. Merci. Et je suis avec Agathe. Pour vous servir. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ElioCast, ElioCast est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers d'art, les métiers créatifs, un petit peu tout ça. On a des invités tous les premiers jeudis du mois. Vous pouvez tout revoir sur YouTube si vous avez loupé tout ça. Ça fait 3 saisons quand même, donc il y a de quoi se mettre sous la dent. Franchement, vous pouvez y aller. On a une super vidéo aussi qui sort bientôt. Je vous jure, ça sort bientôt. C'est dans le public. Les responsables sont présents ici. On a des petits retards, mais bon, en même temps, voyez, on a des cernes jusqu'au 1. Il y a une raison pour ça. Mais promis, le Helio Clash sort bientôt. Je sais que vous êtes nombreux à me le demander. Oui, ça va être trop bien. Et ça vaut le coup en vrai. En vrai, ça vaut grave le coup. Ouais. L'attente vaut le coup. C'est stylé. J'arrive très bientôt avec des petits contenus pour vous faire patienter, je vous promets. Vraiment. Scale qui nous dit, j'ai du popcorn prêt pour le marathon ElioCast au Grand Rex. Franchement, un jour. À l'Olympia. Moi, je vous le dis. Un jour, on fera un ElioCast à l'Olympia. C'est possible, vraiment. Non, on va s'exporter, on va faire une petite tournée. On va faire un Helio Tour. Helio Tour. Ou ElioCast on Tour, comme vous voulez. Je sais pas. Non, un petit mix. Mais du coup, si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta. Donc, on va parler avec toi à la fois de création de contenu, mais aussi de ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup pour la création de contenu, mais on voit un peu moins tes projets pro. C'est vrai. Donc, on va un petit peu faire un petit 50-50. Donc, on va aller parler un petit peu de ça. Mais déjà, comment ça va ? Extrêmement bien. Écoute, que dire ? J'ai fait un mois un peu chargé. J'ai fait un mois beaucoup de projets clients justement. Yes. Ça fait rentrer la moula. Ouais, exactement. Et surtout pour faire le sujet de ma prochaine vidéo, c'est ma petite actu, où je vais parler de freelancing sans le romantiser. Mais voilà, je vais. Dieu merci. Voilà, ouais. Je vais pas faire des plans trop esthétiques ou quoi que ce soit. Je vais vraiment montrer comment ça se passe, les retours clients, les gens qui aiment pas ta V1, ils veulent une V3 machin, comment les red flags sur certains clients, le truc un peu comme ça. Mais aussi montrer toutes les bonnes choses qui se passent quand t'es freelance. Il y a pas que du négatif, même beaucoup plus de positif. Et je vais parler de ça dans ma prochaine vidéo. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un mois un peu chargé avec plein de projets, plein de variétés, du montage, du motion et de la captation. Comme ça j'ai les 3. Trop bien. J'ai très hâte, mais j'ai vu que tu l'avais teasé l'autre jour et j'étais en mode c'est trop bien. Moi je sais que j'aimerais faire une vidéo justement sur justement ce côté ne pas romantiser. Parce que je pense que tu as déjà eu cette question. À chaque fois, c'est la question qu'on nous pose, c'est ça ressemble à quoi une journée type, etc. Et je comprends pourquoi on nous pose cette question. Mais en vrai, genre, c'est vraiment ultra boring, quoi. C'est littéralement, tu te lèves, tu prends ton petit déj, et puis après, tu es face à ton écran, et puis allez, ciao, et puis t'as ton ordi qui plante, tu gueules devant ton logiciel. Donc du coup, ta journée type. Non, est-ce que tu peux commencer simplement par te présenter qui tu es, ce que tu fais, parce que tu fais plein de trucs, donc tout à fait. Vas-y, let's go. Donc, Justin Buisson, 25 ans. C'est le mec qui fait une énumération de fou. H Sexville. Né dans le département 69. Non, donc j'étais motion designer avant et maintenant je fais aussi des vidéos YouTube, donc motion designer et YouTuber. Et sur YouTube, je vais parler de freelancing, de ma vie, d'entrepreneuriat, mais aussi d'animation pure et dure. Avant, anciennement, je faisais plus du tuto, du comment je fais. Maintenant, aujourd'hui, je fais plutôt du concept pour le rendre divertissant et compréhensible de tous et toutes. Et je dirais qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, du montage et de l'animation. Et je parle de tout ça sur YouTube, des fois de freelance plutôt, mais des fois la vidéo peut être plus axée animation. Voilà, je fais un peu de tout ça. Full casquette. Full truc. Full casquette. Mais oui, non, tu fais full truc en vrai. Est-ce que tu dors des fois quand même ? Je dors bien. Ouais, tu dors bien, tu m'étonnes. Mais ouais, c'est un peu de cette envie de tester plein de choses et de pas s'enfermer dans une case. Et j'ai un peu
on va dire, abandonné le fait d'essayer d'être le meilleur dans un domaine et j'ai préféré privilégier la polyvalence. Ouais, la polyvalence de comprendre certaines choses, même si je ne suis pas dans le métier, mais au moins je les comprends et ça me permet de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Ouais, puis c'est cool parce que tu as un aspect de... en fait, quand tu es polyvalent, c'est hyper intéressant parce que tu apprends un peu plein de techniques, effectivement, pour mieux communiquer avec les autres. Et même pour toi, je trouve que c'est hyper enrichissant de savoir un peu tout faire, tu vois. Et ça t'inspire même plus, dans un truc où t'es vachement demandé maintenant. On nous demande de plus en plus d'être polyvalent. Donc, on le sait. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux faire une animation polyvalent, mais aussi très pointu malgré tout quand même, dit Guy Jaune. C'est vrai. Le classique. Du coup, pour l'interview, on va un petit peu scinder en deux. Parce que c'est vrai que tu es quand même très connu pour la partie création de contenu. On va en parler, bien évidemment. Mais on va commencer du coup par la partie un peu plus freelance. Ouais. Si on commence du coup par la partie un peu plus design, du coup, c'est ce que j'avais noté, tu es ultra polyvalent, donc motion design, tu fais du montage, tu fais de la vidéo, plein de choses. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a toujours attiré, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont venues pendant tes études ou après tes études? Enfin, comment c'est un peu... vu que comment tu t'es lancé? Ouais, vu que j'ai commencé quand j'avais 13 ans à faire déjà des petites intros Minecraft à l'époque, sur ma petite chaîne YouTube. Ouais, petite chaîne YouTube où je postais mes intros. Au début, c'est pour ça que j'ai mis l'affiche Minecraft. Évidemment. Ouais, c'est vraiment l'origine. Ouais, c'est l'origine. La genèse. C'était en moi, quoi. Ça bouillonnait, quoi. Mais ouais, je faisais au début des intros texte 3D, donc avec Cinema 4D After Effects. Et ensuite, petit à petit, je commençais à aimer Minecraft, je commençais à regarder des youtubeurs Minecraft. Et à l'époque, en 2012-2013, c'était vraiment la mode d'avoir une intro avant ces vidéos YouTube. Ouais. Voilà, une intro, un texte qui tourne en 3D sur de la dubstep. Et en gros... Très bon exemple. C'était vraiment ça. Et en gros, c'était... moi, je voulais une intro comme ça parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos... de gaming et je voulais une intro, sauf que quand je demandais aux gens est-ce que tu peux me faire une intro, j'avais 12 ans, hein, je demandais à des gens que je connaissais et ils me disaient faut payer et j'ai pas un rond, quoi, j'ai rien, donc j'ai dit je vais le faire moi-même et j'ai commencé à taper tuto comment faire une intro et il y a un tuto dont je me rappelle extrêmement bien où c'était un gars qui animait en 3D un texte sur Cinema 4D. Ça m'a fait télécharger en toute légalité le logiciel Cinema 4D, ainsi qu'en toute légalité le logiciel After Effects, pour bien tester. Évidemment, on se sait. Évidemment. Et donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait des intros pour des potes. Et donc, ça vient de là, quand même. J'avais 13 ans, quoi. Et après, à partir de ça, j'en ai fait plus, du Minecraft. Et puis, en fait, plus j'avance, plus ça s'améliore, quoi. En fait, j'en faisais peut-être des fois 4 par semaine, des intros. Ouais. Et donc après, avec le rythme, tu prends du niveau, tu commences à voir de nouveaux tutos, tu côtoies des gens du milieu. À l'époque, c'était beaucoup les teams Call of Duty, les teams gaming, Putain, oui. dans lesquels tu étais le graphiste des teams, des teams Obey, Dare, FaZe, Lucky, j'en cite plein pour ceux dans le chat qui connaîtront cette époque. Ça connaît, t'inquiète. Et donc, tu étais un peu le graphiste, on va dire, de ces joueurs. Et voilà. Et puis quand tu disais que tu étais dans ces teams, tu étais genre stylé. C'était vraiment juste du social. Il y avait un peu la fame. C'était du social. Hein. Tu pouvais dire sur Twitter, tu pouvais écrire joined, le nom de la team. Et vas-y, tu faisais 2000 likes sur ton tweet, c'était un truc de fou, quoi. Voilà, c'est vraiment assez niche, mais il y a quand même beaucoup de gens qui connaissaient cette période. Et je viens de là. Et puis ensuite, je fais mes études quand j'ai 17 ans, fin de mes 17 ans, 18 ans. Et puis là, du coup, je fais des études dans ce domaine qui m'emmènent donc vers tout ça. Mais dans mes études, j'ai pas tant fait de vidéo. La vidéo, elle est plus venue de moi et de ce passif quand j'avais 14 ans, de me filmer en train de jouer aux jeux vidéo, etc. Aussi. C'est trop bien, en vrai. Mais je crois qu'on a un peu tous... Enfin, il y a quelqu'un qui le disait aussi dans le chat, mais c'est vrai qu'on avait un peu tous ce truc où on est tous partis d'un truc qu'on a dû faire parce qu'on ne pouvait pas payer, parce qu'on était tous gamins. Et du coup, on a un peu fait sur le tas. Moi, c'était pareil avec Photoshop. Je faisais des montages à la con pour des skyblogs. T'as commencé sur Photoshop ? Ouais, non. Photofiltre, à vous. J'ai commencé sur Photofiltre. Bien sûr, bien sûr. Peut-être même Paint. Je suis pas sûre en vrai. Je crois que j'ai fait Photofiltre, mais j'utilisais un peu Paint pour d'autres trucs. Ouais. Mais ouais, Photofiltre avec la Jokerman, les trucs arc-en-ciel, vraiment de très bon goût. J'avais vraiment un œil de designer déjà très tôt. Mais je pense qu'on a tous eu un peu ce truc où tu commences un peu chez toi et au final tu te formes limite plus que. En fait, en études, on t'apprend plutôt un process. Mais vraiment, la technique, je trouve que tu l'apprends toi, quoi. Puis il y a une naïveté d'apprendre, surtout à un âge où tu es apte à apprendre super vite. Quand tu es jeune, tu pas cette peur. Là, tu me demandes d'apprendre un nouveau logiciel aujourd'hui. Putain, c'est l'enfer aujourd'hui. C'est dégoûté. Parce qu'aussi, avant, il y a une évolution des logiciels aussi qui est énorme. Je pense qu'avant, c'était quand même plus... Ça valait le coup de regarder la nouveauté. C'est ça, ouais. Tu pouvais te lancer en disant, OK, il n'y a pas un énorme chemin devant moi. C'est vrai, ouais. Alors que maintenant, tout le monde est déjà super chaud sur n'importe les bras, ils t'en tombent un peu, quoi.
En fait, c'est normal, hein, la génération juste après la mienne, elle a grandi encore plus avec Internet, donc tout était encore beaucoup plus disponible. Puis là, maintenant, il y a des tutos pour tout, quoi. Moi, j'avais vraiment encore le des moindre vieux tutos, truc. À l'époque, c'était ouf. En 2012, les tutos, ils étaient nuls à chier. Hein. Vraiment, c'était 45 minutes avec un micro nul. Moi, je crois que les tutos, c'était sur des forums. Parce qu'il y avait oui, les forums, évidemment. Pas encore full YouTube, c'était pas encore la mode tuto, quoi. Il y a Nikita qui dit ouais, c'est ouf, je connaissais pas cette partie de son taf, c'est incroyable, moi qui étais fière de moi d'avoir fait un pot en céramique sur Blender. Et ça parle de piratage Adobe dans le chat, un petit wink wink à Adobe, hein, bien évidemment, si vous passez par là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Et il y a des archives de ces vieilles vidéos Bien ou pas sûr. Ouais, les gens demandent beaucoup. Elles sont encore sur la chaîne ? Elles sont sur la chaîne. Vous allez sur ma chaîne YouTube Justin Buisson. Vous allez dans Playlist et il y a une playlist qui s'appelle Nostalgie. Ah, et ça dans c'est beau cette playlist, vous avez toutes mes intros Minecraft. Il doit y en avoir Trop une bien. centaine. Et donc vous Ça, voyez c'est l'évolution. merveilleux, ça. C'est fou. Je les laisse à dispo. Moi, je voudrais vraiment faire une vidéo YouTube des tout premiers logos que j'ai sortis. Et surtout des documents de présentation clients que je faisais qui étaient vraiment... de ouf. Tu sais, tu sors d'école où on te dit « Ouais, je veux que tu nous mettes toutes tes recherches, il faut qu'il y ait 30 recherches. » Et toi, t'arrives, premier client, on t'a jamais expliqué la vie. Tu vas voir ton client, tu dis « Voici mes 29 propositions. Allez, ciao !» Et c'est que de la merde. C'est une vidéo 10 sur 10, c'est incroyable. Franchement, c'est prévu. Hein, j'arrête pas d'en parler en plus, mais... Rien que les dessins que je faisais quand j'étais gamine, c'était tellement drôle. C'est simple à réaliser. Tu te poses, t'es dépité, tu regardes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu reviens dans ta jeunesse, c'est trop bien. Il y a de quoi faire. Mais franchement, non, ça pourrait être très drôle de faire un truc avec plusieurs designers aussi, où on montre des vieux trucs et on essaie de trouver qui a fait cette bouse. Oui. Allez, c'est bon, comme ça. On se retrouve dans 2 semaines. C'est pas mal ça. Le titre. Personne ne vole cette idée, s'il vous plaît. Copyright. Toi, dans l'audiovisuel et dans le motion, c'est quoi le truc qui te plaît le plus ? Je crois que ce que j'aime le plus, c'est le tournage. Ça paraît un peu étonnant, mais j'adore les caméras, quoi. J'adore ça, j'adore poser des cams, poser un setup. En fait, tout ce que je vois là, j'aurais kiffé le poser moi-même. Genre, j'aime trop ça, les régies, les trucs comme ça. En fait, j'adore cette satisfaction de tout poser et ça marche. Genre, toi, c'est le process du coup qui te... Ouais. J'adore, genre je me dire, ok, là j'ai tout branché, donc là je mets mon flux dans OBS, machin, ça tue. Ok, c'est beau. On va changer d'objet pour avoir un meilleur flou. Tu sais, genre j'aime trop ce truc de processus de l'image, quoi. Et donc Du coup, tu pourrais être, genre si demain on t'appelle pour être sur une méga vidéo sur la partie install, tu serais genre comme un dingue, quoi. Ouais, je serais comme un ouf. Et c'est quoi ta vidéo de rêve, genre ? Ou ta collab de rêve ? Ah bah ça dépend, parce qu'il y a plein de domaines. Ouais, il y a plein de domaines. Parce qu'il y a collab motion, collab vidéo. C'est ça qui est dur quand t'es un peu polyvalent, c'est que j'ai pas de collab particulièrement dans un domaine. Non, là, je peux pas te donner de réponse là. Parce que je donnerais un nom et en fait, je serais pas content de l'avoir dit. Ouais, déjà ça se trouve dans 2 jours, t'auras changé. Ouais. Non, mais je comprends la vibe. Je comprends la vibe. Et est-ce que toi, pour tes projets, alors du coup, tu as des projets assez polyvalents, donc j'imagine que c'est différent pour chacun des projets, mais est-ce que ton processus client, est-ce qu'il est commun pour tous les projets du même type ? Ou est-ce que, c'est quoi les grosses parties ? Est-ce que tu es hyper organisé ou est-ce que tu es plus un peu spontané Oui, c'est venu avec le temps. Hein. Tu fais des erreurs et tu les reproduis plus ensuite. En fait, tu as toujours des questions un peu types qui marchent dans plein de domaines. Ouais. La deadline, est-ce qu'il y a une voix off ? Est-ce que combien de temps doit durer la vidéo ? Tout ça. Mais t'as full ton petit questionnaire. En fait, c'est ça. J'ai limite ready to go, mon calepin de trucs. Si ça n'a pas déjà été dit dans le brief, je vais le reposer dans la question avant de faire quelques. Alors ça, c'est coché, ça c'est coché. C'est ça, ouais. Et on voit des travaux à toi d'ailleurs qui sont en train de passer. Travaux freelance, j'entends. Exact, ouais. C'est des travaux que je montre pas en fait. C'est des trucs qui sont aux clients. Et, petites exclus. Bon, après, c'est pas de l'exclu de taré, mais c'est du corpo. Ça fait partie de mon travail. Ouais, mais c'est bien justement de montrer ça, je trouve. Oui, c'est ça. C'est que YouTube, c'est le fun, c'est la carte blanche, c'est être libre et tout. Mais la vraie vie, c'est que les gens veulent des vidéos qui cassent les codes, qui sont différentes. Et au final, on a une vidéo un peu classique déjà vue. Voilà. Mais très bien réalisée, cela dit. Oui, effectivement. Voilà. Mais dans les process, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais évidemment, sur les tournages, tu auras d'autres questions. Quel matos, machin, comment ça va être sur place, est-ce qu'on va avoir une prise électrique, tu vois, des questions super spécifiques que tu vas pas avoir dans un motion design. Ton petit check-up. Mais trop important, la pré-production, trop important. Ça crée trop de frustration chez tout le monde d'avoir mal posé les questions en amont et de se retrouver avec une
tonne de travail et surtout tenir tête ou alors il faut que le devis soit aligné ou alors qu'il y ait de l'argent qui soit mis par-dessus, mais tout ce qui est rajouté ou qui n'a pas été dit en amont, c'est certes une faute des deux côtés puisqu'on aurait pu poser la question, mais il y a aussi une part de faut pas se laisser marcher dessus, c'est très important de tenir tête aussi. Mais ça arrive dans tous les... dans tous les... Moi, là, ce que tu dans le graphisme aussi, et tu fais les erreurs à chaque projet, après tu fais ok, la prochaine fois je penserai à demander ça, machin, et à la fin cette liste elle commence à devenir... Mais moi je me suis mise à avoir j'ai un PDF avec un peu toutes les questions, etc., où maintenant je fais mon visio, ils répondent à ces questions, donc moi je les note de mon côté, mais je leur renvoie le PDF en mode remplissez ce truc, parce que je veux que ce soit vous qui l'ayez écrit, parce que si vous changez d'avis à un moment, je vais pouvoir vous prouver que là sur le PDF c'est vous qui avez écrit, c'est pas moi. Oui, mais à la fois aussi c'est bien des fois de tirer aussi entre guillemets les verres du nez du client. C'est pour ça que je fais les deux. Il y a un truc de verbaliser aussi des choses, des fois nous on aide à mettre des mots sur des toujours le visio, ou en plus je trouve ça bien quand tu peux les voir soit en vrai soit en visio. Mais t'as ce truc de genre au téléphone je pourrais pas quoi. Au téléphone les gens ils vont trop vite, ils oublient toutes les infos et tout, t'es là genre on s'était dit, c'est ça, alors que frérot non c'est pour ça que moi je mets tout à l'écrit. Tu écris. Et surtout que toi en plus dans le cas d'un tournage effectivement si à un moment donné t'arrives, tu te lances sur le truc, tu te rends compte qu'il te manque je sais pas, qu'il y a des choses que t'as pas anticipées et tout, c'est l'enfer quoi. Ouais, c'est sur un tournage vraiment tu peux rien laisser passer, faut tout avoir vu en amont, comme ça le jour J c'est entre guillemets que tourner. Comme ça, t'as posé ta tête ailleurs. Tu poses moins de questions. C'est ça, Mais dans le cadre du motion, il peut y avoir beaucoup de cas de figure changeants. Ah, l'artiste voix off nous plaît plus, on change la voix off. Au final, le personnage qu'on avait validé au storyboard, au final, il faut mettre une couleur de peau différente. Tu vois, des trucs qui en vrai sont changeables en un clic, potentiellement, mais il y a des choses qui sont pas changeables en un clic. On va changer la couleur de peau, c'est merde quoi. Ça peut aller, si c'est un calque et tout, mais voilà, mais plus l'exemple de la voix off qui du coup demande de décaler tous les timings puisque la personne va pas dire exactement de la même manière et tout. Voilà, ce genre de petits délires. Ça, moi aujourd'hui, je le laisse plus passer, mais il y a une époque où t'as moins confiance en toi, tu te laisses un peu plus piétiner, tu fais juste. On passe tous par ces étapes-là. Au début, t'es là genre oui, bien sûr, pas de soucis. Puis après, t'es là genre écoutez. En fait, quand t'as le luxe de pouvoir refuser. Tu deviens diplomate, mais. En fait, mais affirmé. Quand t'as pas le luxe de pouvoir refuser, t'es obligé de dire un peu oui, malheureusement. C'est comme ça. Tu te fais marcher dessus. Mais quand t'as le luxe de pouvoir un petit peu, en te disant, là, ton projet, il me rapporte 10 fois moins que si je faisais une collab YouTube, j'avoue que mon ton, il change un peu. Je le fais un peu comprendre, je lui dis, je fais l'exception sur cette fois, mais c'est peut-être la dernière, quoi. Genre, oui, puis en plus, si tu dis oui une fois, en fait, après, ça va être tout le temps comme ça. Genre, mais attends, Justin, il est sympa. Mais warning, il vaut mieux gagner de l'argent que 0 € et d'avoir de l'ego. Donc du coup, je pense qu'au début, c'est quand même important d'accepter de se laisser marcher dessus un tout petit peu, mais quand tu es capable de dire non et quand tu es capable aussi de... Faut contrôler un peu. Parce que parfois, un non suffit et le client fait juste ah ok, bon oui, ça souvent, en fait, des fois, toi, t'as peur, des fois, t'as hyper peur de la réponse client et en fait, tu fais pas grave, on fait autrement. Et en fait, il est hyper gentil. Sauf que... Nikita qui dit MDR, je suis encore à l'étape oui, d'accord. C'est super énervant de se dire que les gens tentent. Et en fait, j'ai pas du tout cette façon de penser. Moi, je suis toujours dans je veux pas trop le déranger et je demande uniquement si c'est possible ou alors je suis prêt à mettre de l'argent en plus. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a tellement de gens qui sont vraiment en mode full business. En fait, ils vont tenter. Qui ignorent aussi tout simplement ton travail et du coup qui disent pas mais en fait derrière il y a tout ça à faire. C'est ça. Et du coup, ils se permettent d'essayer et s'ils ont un oui, ils vont réessayer, ils vont réessayer. Et donc, c'est comme ça qu'on se laisse un petit peu submerger. Il faut faire attention à ça. Mais en même temps, les premiers clients, c'est dur en vrai. C'est dur, parce que du coup, des années après, quand tu commences à prendre de l'affirmation, tu fais des fois, t'as jamais les mêmes clients, donc t'en as des fois, tu fais ce profil, je l'ai jamais eu. Ok, comment je vais le gérer. Ça reste quand même toujours un peu de la surprise aussi. Mais à la fois, je suis quand même partisan de dire que si tu débutes et que t'es là pour te faire un carnet d'adresses et de clients, de gens qui te font confiance, il faut être un petit peu mal payé. Il faut dire un petit peu oui pour faire plaisir au début, je pense. Pour une fois s'installer et une fois que tu as fait un petit peu tes preuves. C'est un peu dommage de dire ça, mais je crois que c'est comme ça que ça marche. Mais ça fait partie du training aussi, je pense. Genre, c'est une étape limite. Mais ça fait chier parce que ça devrait être d'entrée de jeu assez. C'est pas équitable puisque j'ai plus d'expérience qu'un mec qui commence, mais à la fois. C'est chiant de devoir passer par cette étape un peu énervante, voire même démotivante pour plein de personnes. Quoi. C'est hyper dur. Parce que là, ils se disent, je vais jamais sortir de ce cercle vicieux d'être mal payé, en fait. Et je pense qu'en fait, si à un moment, tu commences pas à t'affirmer, c'est galère, quoi. Moi, j'ai vraiment eu ce déclic où il y a un moment où j'ai commencé à dire non, mais écoutez, là, on va arrêter les conneries, tu vois.
Donc, je pense qu'il y a vraiment ce moment où tu as le déclic de t'en peux plus, en fait. Je crois que ça vient avec la maturité, quoi. C'est l'expérience, en vrai. Ouais, je pense que c'est pas. Enfin, je pense qu'il peut y avoir l'âge chez certains et l'expérience chez les autres, ou les deux en même temps. Ouais, non, j'ai quand même vu des gens de 21 ans hyper affirmés aussi. Oui, il y a des gens qui sont très jeunes et ils sont direct en mode, ils savent déjà ce qu'ils veulent et tout, ce qu'ils veulent pas. Aussi, ouais. C'est vrai. Il y a Lucas qui dit qu'est-ce que vous faites quand on vous demande, alors il dit une identité visuelle, mais on va dire un projet très précis et que vous savez que ça va être horrible parce que ça m'est arrivé, j'ai tellement honte que mon nom soit lié à ça. Oh, le classique. En mode lié à ça parce que c'est red flag, le nom du projet ou le client. Parce que ça, c'est différent. Non, j'ai l'impression que la demande, là, c'est plus si la demande qui est pas ouf. Bah, tu sais que ça va être chum. J'avoue que je commence à arriver à pouvoir dire non. Moi, à pouvoir sélectionner mes projets là. Ouais, voilà, faut que ce soit bien payé. Ou alors tu le signes pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est soit je mets un devis ultra cher, comme ça, si c'est signé, bah au moins je sais que ce sera de la merde, mais que je serai bien payé. C'est ça. Mais j'avoue que maintenant, je commence à dire non, je redirige vers des autres personnes. Mais si par contre c'est plus en termes de vibe, des fois au début t'as une très bonne vibe et une fois que c'est signé d'un coup la vibe est partie. Ouais, après, quand t'as des projets, quand on te propose un projet un peu chum comme ça, au début, comme tu dis, où t'as besoin entre guillemets de tout prendre. Faut dire oui, je pense. Faut dire oui, mais par contre tu le signes pas, c'est-à-dire tu le mets pas sur ton portfolio. Oui. Tu le mets pas sur Insta et tu prends juste l'argent et tu fais de l'exé en fait au final. J'ai fait beaucoup de montages très très moches et que je montrerai jamais. Moi j'ai des projets qui sont pas sur mon site. Mais au final pour moi ça c'est de l'exé, genre c'est vraiment quelqu'un qui te dit je veux ça, tu sens que tu le feras pas changer d'avis. Ouais. Vas-y, je te mais il y a un truc satisfaisant aussi, tu vois, de poser son cerveau. Ouais. En mode là. Et ben moi j'ai ça avec un de mes clients. Alors c'est un client qui des fois est, enfin c'est pas un client parce qu'ils sont plusieurs, mais c'est des projets qui des fois sont ultra relous où je sais que des fois ils me prennent la tête, mais c'est de la mise en page et des fois juste me dire putain j'ai rien à faire. La créa j'ai juste faire 4 pages et une fois après c'est juste la déclinaison. Je comprends. Et du coup c'est exactement ça, c'est tu poses ton cerveau et t'es là genre allez, c'est bon ça part tu vois. Ouais. Et eux typiquement tu vois c'est des projets que je montre jamais, que je mets pas sur mon site parce que c'est pas le genre de projet que j'ai envie d'avoir. Mais je l'ai fait et voilà ça passe, écoutez. Genre les flyers pour les pizzaiolos du coin à 200 balles de budget. Ouais, c'est ça. En fait, ça en plus quand c'est pas cher, faut le. C'est ça, tu le fais. De toute façon, c'est la théorie officielle. Hein. Elle a été écrite dans un manuscrit. C'est faux, mais elle est officielle. Plus un travail est mal payé, plus les retours sont longs et chiants. Ça, c'est vérifié. Hein. C'est vérifié. Tous mes clients les moins chers, ça a été les plus relous. Et maintenant que mes prix sont plus hauts, plus aucun souci. C'est insane quand j'ai commencé à taper des prix assez élevés et que j'ai juste vu OK validé V1, ça m'a choqué. J'étais peut-être pas validé V1 mais genre 3 retours, tu vois. Bah voilà, ça m'a choqué, c'est ce truc de confiance de de toute façon tu as fait ton travail, c'est ce qu'on a demandé, parfait, tu vois, mais je pense que les gens qui investissent, c'est des gens aussi qui savent entre guillemets pourquoi ils viennent te chercher. Donc qui sont moins dans ce truc de vouloir imposer forcément quelque chose, tu vois. Mais ouais, c'est vérifié. De fou. C'est vérifié. Clairement. Il y a Benzi qui dit voilà pourquoi il ne faut pas les prendre, autant faire des projets perso qui attireront les clients qui te paieront. Je suis d'accord, un peu. Je suis un peu d'accord. Après, sauf quand t'es vraiment au bord de la fin, quoi. Ouais, c'est une économie, c'est ça. Ouais, je trouve que t'as un petit. Un équilibre. Le plus gros rat là qui appelle pour des retours à minuit. Alors ouais, ça c'est non. Ça c'est non. Ça on dit non. On pose des limites, on ne donne pas son numéro WhatsApp, ne faites pas comme moi. Tu réponds pas, en vrai. Je l'ai fait avec un client qui m'envoyait des messages à minuit. Alors 23h, heure locale chez lui, et j'étais en mode frérot, je ne te répondrai pas en fait. Ouais. Genre, c'est non. Parce que si tu lui réponds une fois, il va se repermettre la prochaine fois. Et je le faisais au début, hein. Je répondais les week-ends et tout. Au tout début, la première année. C'est normal en vrai. C'était en mode oui, bien sûr, monsieur. T'étais là, genre, frérot, calmons-nous. Désolé de ne pas vous avoir répondu, alors que genre. Désolé du retard, ça fait 1 heure que t'as pas répondu. Dimanche 23h, bah. Désolé, j'ai dû mettre mon réveil. Quel enfer. C'est fou des fois. Une fois, j'ai travaillé un 1er janvier. Malade. Pour un projet. Ok, bon. Je le referai pas. J'ai dit, s'il y a bien écoutez, un jour dans l'année où c'est écoutez, là, je vous ai rendu service, mais il va falloir commencer à arrêter sur des conneries. Non, franchement, non. Ne faites pas ça. J'avais une autre question sur dans une interview que tu as faite récemment, enfin avec Supernatif, je crois que c'était assez récent. Les boss. T'expliquais que le fait d'être créateur de contenu, ça te rapporte pas forcément plus de projets en freelance. J'aime bien ça parce que je trouve ça important de rappeler que des fois on a beau avoir une bonne communauté et être bien suivi sur la création de contenu, ça ne veut pas forcément dire qu'on a plus de projets. Donc je voulais voir un peu ton avis justement sur cet imaginaire que les gens peuvent avoir suite à un statut de quelqu'un qui est suivi. Exact.
Et pourquoi Très on pense bonne ça, question. tu penses? Moi, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas de famille. Ok. Mais je suis très curieuse. Alors, pour moi, il y a une explication assez claire, c'est que les gens qui me regardent ne sont pas forcément tous chefs d'entreprise et sont pas ceux qui ont l'argent à me donner immédiatement. Voilà, il y en a un dedans, je dis pas, mais je pense que c'est un public qui a peut-être sa vie, qui est peut-être dans un autre domaine, ou même qui a son CDI, ou alors qui est aussi indépendant, aussi en recherche de travail. Et donc, ce qui fait que tout ça, ça enlève beaucoup de pourcentage de chances d'avoir des gens qui vont me payer dans ma commu. Mais à la fois, ça m'en a rapporté un petit peu plus récemment. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a des gens qui ont 300 abonnés Instagram et qui ont 8 fois plus de projets que moi. Parce qu'ils sont tout simplement dans un cercle vertueux de contacts, d'agences qui les ont dans leur portefeuille et de recommandations de bouche à oreille qui, encore aujourd'hui, est hyper efficace. Il suffit d'un... Le bouche à oreille, c'est le truc le plus efficace, en fait. J'y réfléchis. Genre quand je peux pas prendre un projet, la première question qu'on me pose tout le temps, c'est ah bah du coup, t'as quelqu'un à me recommander? Donc je le fais parce que j'ai autour de moi des collègues freelance à qui je le donne avec plaisir. Mais donc, ce truc de bouche à oreille, c'est essentiel parce que c'est une recommandation sûre qui vient de toi. Ou donc, même ils ont de confiance. client à client. Ouais. Dans un Exactement, autre, c'est ça. Donc voilà l'explication, je dirais, à ça. Après, il y a des gens qui tournent leur communauté. Par exemple, si tu vas sur LinkedIn, je dirais que c'est un réseau qui est beaucoup plus approprié à convertir des gens. Donc genre tu peux avoir beaucoup d'abonnés, le mot convertir, il me fait plaisir. Vraiment des paroisses. Lead, c'est que des paroisses. Prospect converti, lead froid, lead tiède, ça me régale. Non mais en vrai je pense que sur LinkedIn, si tu as des abonnés, c'est beaucoup plus pour le business. Ouais, clairement. Parce que tu as des gens qui sont vraiment... Là il y a beaucoup de gens qui ont des thunes ou des projets, en tout cas. Et les gens viennent pas se divertir sur LinkedIn. Il y en a, mais il faut être un peu... De plus en plus, Oui, voilà, non, mais pour se marrer justement sur peut-être il peut arriver que j'ouvre LinkedIn de temps en temps et je C'est scroll. un petit peu devenu le nouveau Oui, Facebook voilà, mais en ce moment là. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit switch. Il y a eu un switch LinkedIn après le Covid en vrai. Ouais, bah, de toute façon, ils ont mis les vidéos, ils ont mis aussi un TikTok dedans. Donc, de toute façon, c'est un peu. T'as les vidéos, ils ont mis des jeux vite. maintenant sur LinkedIn. Il existe le fameux personal branding aujourd'hui, qui est Le fameux- le mot LinkedIn. The one. Et en gros, c'est littéralement un paraphrasage de influenceur, mais je ramène de l'argent plutôt. Ouais. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'en gros, ce que tu disais là, donc, oui, sur YouTube, ça va pas me rapporter de clients, mais par contre, si je faisais du personal branding sur LinkedIn, je suis sûr que j'aurais des DM à l'infini, quoi. Puis, sur LinkedIn, il y a vraiment, tu sais, le post type il m'est arrivé ça il y a 5 ans, mais j'en suis sorti grandi. Ah, tu sais. ouais. Avec la photo. Ah ouais. La photo, bien sûr. C'est Comme ça, merveilleux. tu sais. Mais c'est presque dépassé, ça, déjà. La Ouais, ça commence, là, la ça y est. métaphoto, on commence déjà à être dans une parodie, presque. Ouais. Les gens ont compris que c'était un peu marrant. Viens, je mets ma photo, je dis une phrase d'accroche de merde, et après, voir plus, pour lire Il y a le 4 ans, j'étais sur le point de fermer mon entreprise. Mais carrément, maintenant, c'est une vanne, ça, carrément. Ouais, non, mais Donc, c'est trop drôle. Moi, à chaque fois que je les vois, je suis en mode yes, allez. Mais du coup, sur ce sujet de communauté, là, au final, toi, sur YouTube, c'est aussi le fait, comme toi, tu peux avoir, c'est qu'il y a aussi des graphistes, des motion designers qui te Oui, regardent. c'est des gens qui Donc, vont pas faire appel à toi. Comme Quoi. tu dis, c'est pas des gens qui vont se convertir en clients, c'est des gens qui sont intéressés par ce que C'est ça. tu fais. Limite, on va collaborer ensemble, quoi. Limite, Et puis, je tu pense vois. qu'il y a un peu, tu sais, il y a toujours l'idéal des personnes qui sont entre guillemets connues, forcément s'ils sont connus, ils ont genre full collab avec plein de gens et du coup ils sont forcément riches et du coup ils roulent forcément avec une méga voiture. Enfin, tu sais, il y a un peu ce truc quand les premières collabs, quand elles sont arrivées, les gens comprenaient pas, les gens étaient même ultra vénères. Maintenant c'est vachement plus c'est accepté. C'est vachement plus accepté, mais on a encore ce truc de une collab. En fait, les gens pensent à des gens vraiment ultra connus, genre McFly et Carlito et compagnie, qui eux du coup ont des moyens derrière. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu ce truc de. Oui, on fait idéalise, toute une montagne, on idéalise le truc, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est donc. Je dirais que peut-être récemment, il y a peut-être des gens qui sont quand même venus de ma chaîne YouTube et qui ont des petits projets à me proposer, mais voilà, il faut. Tu vois, je suis à plus de 100 000 abonnés, donc ça veut dire. Voilà, il en faut des abonnés pour qu'il commence à y avoir 3-4 personnes qui te parlent, tu vois. C'est plus sur la crédibilité, je trouve que ça joue. Ouais. Et effectivement, quand tu dis, quand les gens voient que tu as une communauté derrière, s'ils ont fait appel à toi et qu'ils voient ça, ils sont en mode putain, ça rajoute un point de crédibilité, mais. Encore en 2025, il y a un petit peu ce truc de social proof. Ouais. En mode, il a beaucoup d'abonnés, il est suivi par beaucoup de monde, ça doit être quelqu'un
d'au moins bon dans son travail, alors qu'il y a des gens 100 fois meilleurs que moi qui ont 300 abonnés. Mais il y a toujours ce petit truc un petit peu de social, en fait. C'est juste du social. C'est comme avoir une grosse caméra sur un tournage. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire, quoi. Mais je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que quand tu vois aujourd'hui sur Insta aussi, il y a de la création de contenu en permanence et du coup, c'est un peu un concours, tu vois, voilà. Et que justement, que les gens, que les indépendants, les freelances, c'est terrible parce qu'on a ce mindset qui s'installe, mais c'est pas genre en faisant du contenu que tu vas forcément attirer des clients. Mais tu vas attirer des marques. Oui, tu vas attirer des marques, c'est un autre business, quoi. En fait, il faut vraiment avoir un ciblage de ouf sur ton compte, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je sais qu'on en parle souvent dans les lives du vendredi, où j'explique souvent que genre j'ai bientôt 7000 abonnés sur mon compte pro, entre guillemets, que j'ai fait exprès de décaler d'Heliocast. Mais en fait, sur mon compte, sur ces 7000, c'est majoritairement des graphistes qui viennent me suivre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je fais pas du contenu pour les graphistes, mais je pense que c'est juste t'aimes bien l'esthétique et du coup tu t'abonnes. C'est ça. Mais du coup forcément, en fait les gens à chaque fois ils me disent mais toi tu dois avoir genre tous tes projets qui viennent d'Instagram. Mes projets qui viennent d'Instagram, ça doit être genre 2% de tous mes clients. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit ce pourcentage-là. Donc c'est ultra important, je trouve. Ça m'a fait plaisir quand on a parlé parce que j'étais en mode, en fait, les gens se rendent pas compte que c'est pas parce que t'es une personnalité ou que t'es un peu suivi qu'en fait les projets viennent de là. En fait, c'est aussi du taf derrière de trouver pas des vrais clients, mais trouver de manière organique, on va dire, des clients. J'aime pas ce mot, mais... En fait, tu vas trouver d'autres clients. Du coup, c'est pas des clients qui vont te demander des prestations pour ton travail, mais plus de la création de contenu. C'est des marques, quoi. Et en fait, tu vas attirer des marques qui payent aussi extrêmement bien. Il faut se l'avouer. Et donc, en fait, ça peut te faire un espèce de business secondaire où, en fait, dans les creux où t'as pas de clients, effectivement, la création de contenu, aujourd'hui, elle peut te rapporter des collaborations commerciales avec des marques que tu apprécies. Tu peux te restreindre, tu n'es pas obligé de tout accepter, mais si tu acceptes des choses qui sont alignées avec tes valeurs, il y a toujours moyen de gratter un beau billet, voire même des meilleurs billets que des prestats clients où tu serais sur une V7, tu vois. Oui, ou limite, tu as moins de travail à produire à long terme, quoi. C'est ça. C'est un peu cet équilibre que j'ai actuellement. C'est... je prends des projets freelance pour garder contact avec cette vraie vie, cette vie réelle qui est finalement des gens qui ont des attentes. Et ensuite, un petit peu ce monde à part, qui est la création de contenu avec des marques, où en fait, t'es idolâtré, t'es un peu le boss, et c'est validé à la V1, quoi. En gros, ils veulent juste leur contenu, ils ont payé, et voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, ça représente combien en termes de temps de travail, je parle pas financièrement ou quoi, en termes de temps de travail, tu passes combien de temps sur la création de contenu et combien de temps sur la partie freelance ? Bon, alors ce mois-là a été exceptionnel, j'ai fait un peu plus. Oui, j'imagine que ça bouge pas mal. Mais sinon, on est sur du 80 YouTube, 80 création de contenu global et 20% clients que je garde pour le plaisir. Parce qu'en vrai, il faut être honnête. Là, je suis un peu en mode je dois augmenter ma trésorerie pour me baquer. Et donc, je sélectionne aussi ce qui paye le mieux. Et ce qui paye le mieux aujourd'hui, c'est YouTube, c'est Instagram. Et je m'en cache pas, tu vois. Mais en gros, en fait, quand je compare le temps de travail d'un projet freelance, que j'aime bien faire, mais comparé à une vidéo YouTube que j'ai aussi bien aimé faire, mais j'ai mis un sponsor dessus. T'as moins souffert, quoi. J'ai moins souffert, j'ai eu de la liberté. C'est ce que j'allais dire, la liberté n'est pas du tout la même, quoi. Là, c'était entre guillemets tes contraintes, même si t'as la collab à placer, mais c'est tes contraintes, alors qu'un projet client, c'est full contrainte client. C'est ça. Mais encore une fois, je trouve que c'est un équilibre à trouver. Moi, je crois que le 100% YouTube, même encore aujourd'hui, j'y réfléchis à chaque fois, ça me tente pas. Tu veux garder un pied quand même. Parce qu'en fait, tu peux être personne du jour au lendemain avec les réseaux. Et puis ça peut même te basculer dans une autre dynamique aussi. Les stats deviennent tes problématiques entre guillemets changent, quoi. Et grave. Et puis même ça met un peu d'anxiété, un peu de stress, des statistiques qui marchent moins bien. C'est ça, Genre tout se repose là-dessus, c'est trop risqué. Alors que quand j'ai une vidéo qui marche moins bien, tu vois, je prends l'air entre guillemets, je vais taffer avec des clients, quoi. Je vais taffer avec des clients, je retrouve un peu de dopamine, quoi, avec des clients que j'aime bien. Et puis après, je suis de retour sur YouTube quand je suis un peu ressourcé. J'ai vu un peu peut-être même ça peut m'inspirer, tu vois, d'avoir parlé avec un client, d'avoir vu un truc que j'ai bien aimé ou alors un truc que j'ai détesté, ça m'a inspiré et voilà. Il y a Biancy qui dit c'est le 100% YouTube, t'es tributaire de la plateforme. Déjà. En vrai, c'est terrible. Donc risky business. Risky, pas les œufs dans le même panier, évidemment. Très important. Si on peut le faire, diversifier, c'est cool. Et toi, du coup, t'as choisi d'être freelance. Genre, est-ce que c'est un truc que tu recommandes à tout le monde, le freelance ? Est-ce que... Non.
Tu vois, il y a ce truc du freelance soit toujours en vacances, soit toujours en train de travailler. Tu as vraiment les deux extrêmes de freelance qui fout jamais rien, le freelance qui a jamais de... Moi, je dis, à part cas de figure extrême, déjà, si t'es pas organisé, si t'es pas rigoureux dans la vie de tous les jours, laisse tomber le freelancing. À part quelques cas que j'ai déjà rencontrés, que c'est les mecs les plus bordéliques que j'ai vus de ma vie. Ils sont freelance et ça marche trop bien pour eux, je suis choqué. Mais j'ai jamais vu des gens aussi bordéliques ou je sais pas, j'ai pas de nom qui me vient particulièrement en tête, mais j'ai déjà croisé des profils comme ça. Et tant mieux, ça marche pour eux. Mais je crois que le profil type pour être freelance, c'est une rigueur, être vraiment organisé et aussi savoir que ce que tu es en train de faire, c'est une forme d'investissement sur le long terme. Il n'y a pas des résultats tout le temps, tout de suite. C'est pour ça que moi, je suis le partisan de la transition douce. Voilà, je l'appelle comme ça. Ouais. Si tu veux être freelance, passe d'abord par un CDI à temps partiel ou un CDI ça, c'est le best. Faut l'expérimenter en fait pour savoir si ça te convient, quoi. Et surtout, au début, c'est sûr qu'il y a des week-ends et des soirées qui vont y passer, c'est obligé. Tu vas travailler beaucoup plus que la norme si tu veux passer en mode freelance et être... Et puis on n'a pas... Je répète, je le dis ultra souvent, mais parce que j'ai beaucoup d'étudiants, ils veulent tous se mettre en freelance. Très souvent pas pour les bonnes raisons. Vous ne cotisez pas pour le chômage aussi. Quand vous êtes en freelance. Donc si demain vous arrêtez le freelancing parce que ça ne marche pas, vous avez peanut. Donc pensez-y s'il vous plaît. Et aussi attention aux faux espoirs de type j'ai eu 3-4 missions freelance de suite, t'étais dans une bonne dynamique et tu te dis j'arrête de prospecter, j'arrête de prospecter, j'arrête mes études parce que je commence à avoir plus d'argent, je me rends compte que je peux déjà rentrer dans le game, j'ai pas besoin de finir mes études ou quoi que ce soit. Moi je suis quand même team chill, ça se trouve dans 2 mois ils ont trouvé un autre gars. Non, mais il faut être solide. Manon, elle dit, c'est ça, pour être freelance, il faut être accroché psychologiquement. C'est ça. Et Biancy dit, il faut être un bon comptable, un bon secrétaire, un bon informaticien. Un bon community manager. Je dois dire que la comptabilité micro-entreprise, une fois que tu la connais, une fois que tu la maîtrises, il faut être sérieux. Elle est vraiment tranquille. Et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en vrai, faites en sorte qu'il garde ce statut, s'il vous plaît. À tous les gens qui sont micro-entreprises, parce qu'ils en parlent. C'est bon, là, le truc de la TVA, ça a été rejeté. C'est passé. Thank God. On est ravis, merci. J'étais pas concernée, mais quand même. Oui, ça. Et c'est ce truc de... j'ai perdu ce que je voulais dire. Allez. Non, mais c'était déjà très bien. Non, mais c'est super important, ce sujet de... Il y a qui se lève tôt qui dit je suis freelance, j'ai jamais eu besoin de prospecter jusqu'à maintenant, je me demande quelle méthode vous abordez. Oh waouh. Eh ben tu fais partie de l'élite. Tu fais partie des chanceux. Des chanceux parce que effectivement. Moi alors très honnêtement, j'ai pas vraiment de méthodo pour prospecter, c'est-à-dire que je vais beaucoup à des événements avec d'autres freelances pour rencontrer d'autres freelances et comme on disait tout à l'heure, se faire un réseau. Moi, je fais pas de genre de prospection directe, genre d'envoyer un mail et faire bonjour. Non, ça je fais pas. J'y arrive pas, genre non, pas naturel. La toute première année où j'étais freelance, j'ai osé appeler des gens, moi qui déteste appeler, et je disais oui bonjour, j'ai vu que votre logo était un petit peu vieux, vous voulez pas que je le refasse? Ne faites jamais ça. Vraiment jamais. En fait, c'est vraiment. Je me faisais un dossier Excel. On était en collectif en plus, donc on se faisait un dossier. On disait qui a appelé qui. Mais non, aller à des événements, bosser son site. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que le site ça sert à rien, que Instagram ça suffit. Non, bossez votre site, bossez votre référencement, votre présence en ligne, autre que les réseaux sociaux. C'est vrai que le fait de taper votre nom et d'avoir des résultats, ça fait une différence. Taper graphiste, graphiste Lyon. Si vous êtes bien référencé et qu'on vous trouve, en fait, il y a plein de gens qui vont chercher ça. Le fameux SEO. Voilà, le SEO, le SEO des familles. Donc non, mais c'est clair que c'est effectivement un truc où je suis d'accord avec toi, il faut avoir une certaine rigueur pour le faire. Toi, tu fais la prospection active en mode bonjour, est-ce que... c'est ce que je recommande. Direct, entre guillemets. Pour moi, il faut se présenter aux agences, puisqu'en fait, aujourd'hui, ce qui va te rapporter de l'argent, c'est... Et oui, le client direct, mais tu as souvent peu de contact avec lui, ou alors peut-être tu as de la chance, il va te répondre. Les agences, l'avantage, c'est que eux, ils ont un carnet de clients qui est énorme. Et tu parles des agences de com, par exemple? Oui, pardon, agences de création, agences de production, agences de com, un peu tout type d'agences qui ont des contacts. Certes, ils vont se prendre un pourcentage sur toi pour envoyer des mails, globalement, et faire des calls clients, ce qui est un travail en soi, que je respecte. Ah, mais d'accord, tu parles, ok. Pardon, je les parle en intermédiaire. T'es la cliente, il y a un intermédiaire entre nous. Oui, ouais. Et en gros, pour moi, c'est là qu'il faut aller se présenter. Et comment les trouver, ces agences? Behance, beaucoup d'agences qui sont sur Behance et beaucoup de gens qui postent sur Behance qui sont dans des agences. Et on peut les trouver là-bas, on peut dénicher des petits noms que tu n'avais jamais vus. C'est pas en tapant agence Lyon design que tu vas trouver des choses bien sur Google. Eux, ils sont blindés généralement.
Ouais, ou alors c'est des agences peut-être un peu trop référencées par rapport à leur niveau, ou que ce soit, il y a des agences qui sont mal référencées, très fortes et qui ont un carnet de clients énorme. Donc comment les trouver, c'est un peu le mystère. On dit qu'apparemment une certif Behance, ça booste de zinzin. Oui. J'avoue, je suis pas trop sur Behance, moi. Les projets sur Behance, moi, c'est les mêmes depuis. Mais moi, j'en ai mis, et après, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça En fait, j'ai vraiment fait le truc de dropper des projets. Ah ouais, moi j'ai mis 5-6 projets et pareil, je suis pas. Behance, tu vois, genre, Alors il y a une façon de poster assez particulière sur Behance. C'est souvent quand tu fais de la vidéo ou du motion, c'est un titre, la vidéo, écrire surtout très important, écrire dans l'éditeur de Behance directement plutôt que d'exporter des PNG. Et ensuite, un de SEO pour Behance. SEO, l'utilisation du nom du client, ton nom, etc. Et ensuite, te faire des backstage, d'expliquer de ultra détaillé. Et ensuite, normalement, si tu as de la chance, tu es repéré, tu as une petite pastille. Ouais, sur Behance, c'est souvent des formats assez longs en vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai truc avec la vidéo sur Behance ? Behance, vidéo, 0. Par contre, motion 3D, illustration, typo, ça cartonne de taré. Ouais, typo, pour le coup. Vidéo, alors par contre, faites attention, en ce moment sur Behance, il y a une nouvelle mode aussi, c'est de mettre des trucs de huc. Ah bon ? Donc, moi, des fois, je fais des recherches qui n'ont rien à voir, hein, on s'entend. Ah ouais. Mais genre, des fois, je tombe sur des trucs et je fais... What ? C'est pas ce que je cherchais. Mais bon, et là, Behance, du coup, c'est plus ce que c'était aussi, puisqu'ils ont mis des features pro. Donc ça y est, ils ont plus. Plus tu payes, plus t'es vu. Voilà, c'est ça. Plus personne n'est à la même échelle de visibilité comme avant. Maintenant, en gros, si tu payes, t'as plus de visibilité. Et aussi, ils veulent tout internaliser comme un Malte. Ils veulent que ton client te parle directement dans Behance, et si tu en sors, t'es shadowban, ce genre de petits trucs de merde. C'est relou ça. Ça c'est chiant. Okay. Du coup, la Behance c'est tellement pas Behance que là tu me parles d'un truc que je sais même pas où ça me saoule là, le virage qu'ils prennent, ça m'énerve et c'est nul. Ça veut dire que les étudiants qui ont des super projets, ils vont se faire atomiser par des mecs qui ont 70 pastilles et c'est nul. Mais comme sur Malte. Donc sur Malte, il suffit que tu parles plus du tout dans une conve une fois juste parce que le projet n'a pas abouti. Ils vont estimer que t'as été passé en DM Insta et du coup ils vont te shadowban genre. C'est terrible. Enfin c'est trop nul ce genre de fonctionnement. Mais en même temps je comprends, ils ont des pourcentages à se faire, donc je peux comprendre. Mais ouais, donc Behance c'est quand même assez ouf parce que les agences elles vont voir là-dessus. En fait elles vont chercher. Je pensais genre vraiment pas, tu vois. Quand un Google veut trouver son prochain artiste à collaborer avec sur un spot, ils vont sur Behance pour aller choper un Mad Voice par exemple. Okay. Tu vois, Mad Voice, c'est un mec qui anime des typos. Oh oui, je vois très bien. Et je pense qu'il a été déniché sur du Behance, sur des sites un peu plus où les agences elles savent où aller chercher. Parce que si tu veux trouver un vrai artiste qui est un peu différent, tu vas sur ce genre de plateforme. Enfin différent, je dis pas les bons termes, mais voilà, sous-côté Behance à l'époque, moins maintenant, ça fait un peu chier. Et sinon, Insta, c'est du classique. On était parti de quoi, en fait ? Du démarchage. Démarchage. Du démarchage, ouais. Et je suis quand même encore partisan de trouver manuellement les agences sur Google par hasard, en tapant des mots-clés, ou alors en posant des questions à des freelances. Ouais. Genre, tu leur poses des questions, tu leur dis t'as déjà travaillé avec quelles agences, machin. Tu récoltes. Ça, c'est ce qu'on disait, c'est que pour le coup, le truc de parler juste avec des gens qui font le même taf que toi. 1000 fois mieux. Déjà, tu vas prendre des conseils, tu vois, comme on fait là aujourd'hui. Et puis même, aller à des événements où il y a d'autres freelances. Je parle pas d'autres freelances graphistes, je parle vraiment d'autres freelances qui font plein de trucs. Ou d'autres juste entrepreneurs, parce que c'est pas forcément full free, mais ouais, parler à des gens. Et parce qu'en plus, de plus en plus, les gens commencent à s'écarter un peu d'Instagram. Il y a un peu un ras-le-bol d'utiliser la plateforme pour plein de raisons qui sont complètement valables. Et du coup, il y a beaucoup moins d'utilisation. Donc, c'est aussi bien de savoir s'en sortir en dehors de tout ce qui est en ligne. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'au final, le bouche à oreille, c'est quand même une des choses les plus ça reste le truc le meilleur. De sociabiliser, c'est peut-être la meilleure chose. Ça dépend des domaines, mais par exemple, dans le domaine de l'art, je sais que le bouche à oreille, c'est encore... c'est presque... Sans ça, tu ne passes pas, quoi. Ouais. Mais là, c'est limite comme ça que tu te fais valider, quoi. C'est ça, ouais. Mais il y a des domaines où, effectivement, se faire découvrir via un reel Instagram que tu as posté ou tu as posté un backstage, ça peut encore aujourd'hui te ramener quand même des clients. Faut pas non plus négliger ça. Ouais. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce truc de absolument être présent sur les réseaux sociaux, il est biaisé, mais à la fois, c'est primordial. Donc, c'est une question sans fin, quoi. Oui, mais si t'as pas envie, il y a d'autres façons de faire. Mais si tu le faisais aussi, t'aurais encore plus de chance. Donc, fais-le. Mais à la fois, j'ai pas envie de le faire. Bon, c'est compliqué, ce truc d'être l'important, c'est de pas être invisible. Je pensais surtout ça. En fait, c'est ça. Partez du principe que quand vous vous lancez en freelance,
personne ne vous connaît, personne ne sait que vous on ne vous connaît pas. Même tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout parce qu'en fait on ne vous connaît pas. Donc quand vous vous lancez vraiment, parlez de votre métier, peu importe si c'est en vrai ou en ligne, mais parlez à fond de votre métier. Genre vraiment, si on ne vous connaît pas, qui va vous appeler? Enfin, no offense, vous faites peut-être du très bon travail, mais si vous ne montrez pas votre travail, c'est mort. Donc voilà. Et effectivement, il y a des Discord aussi communautaires où il y a plein d'autres freelances qui parlent un peu de ce qu'ils font. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Voilà. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais putain, j'adore. Mais du coup, je change complètement de question. Allez. Si tu dois arrêter ce métier et que tu dois arrêter la création de contenu demain, est-ce qu'il y a un truc qui te ferait rêver, si on écarte toute contrainte financière ou quoi, hein, juste truc de rêve? Jouer à Minecraft. ça peut être ça. Truc de rêve. Un travail sans retour client. Un travail où tu peux juste faire et il n'y a personne qui va te dire modifie. Genre, du coup, quand même de la créa, mais de la créa genre pour toi en gros. Ouais, mais quel type de création? J'y ai pas trop réfléchi en fait. Ça, j'avoue, là, en vrai, c'est dur comme question. C'est les questions compliquées. C'est quoi, je te redemanderai l'année prochaine. Ouais. Ou peut-être en fin d'émission. Moi, je pense que je suis incapable de répondre non plus. Donc, je crois qu'on me l'a un peu posé d'ailleurs. Il y a des secteurs, tu vois. L'autre jour, j'ai fait une interview. On m'a demandé de me présenter sans parler de mon travail. Okay. Et j'ai blank total. J'adore le Seigneur des Anneaux. Incapable. Mais j'ai même pas fait ça. Je dis, je m'appelle Salomé. Je suis free. Ah bah non, ça c'est mon travail. Genre j'ai vraiment eu, et genre tu sais j'ai bug et il m'a dit ouais tout le monde bug à cette question. Je dis bah ouais parce que je crois qu'en fait c'est tout ça. Je dis j'ai un chat, voilà. Donc très très compliqué. Donc ouais c'est un peu les questions. Parce que est compliqué parce que tu dis tu rêverais de faire quoi? Si je te réponds ouvrir un tiers-lieu et faire des trucs, le rêve bon. Après on peut rêver, ça peut être des petits rêves, c'est compréhensible mais. Je pense que j'aimerais bien organiser un événement, un festival, un truc comme ça. On se sait. Voilà, ce genre de truc. Être dans l'orga d'un festival, ça peut me chauffer et me donner un nouveau souffle. Let's go. Ce genre de truc, quoi. Ça peut me... Mais il y a des retours clients, pour le coup. Quoique, tu peux... Si t'es tout en haut, ça va, mais... Ouais, faut que tu sois head of... t'es quand même bien dépendant des gens, je pense. Là, je vais plutôt parler création de... Ta journée type. Non, je rigole. Ta journée type, putain, on va la poser cette question quand même. Oh putain, fais chier. Non, je plaisante. Est-ce que... Enfin, du coup, t'as vu qu'il y avait un switch sur le temps des vidéos. On était beaucoup sur des vidéos assez courtes ces dernières années. Ouais, sur YouTube, pardon. Là, on commence de plus en plus à retourner sur du format long, qu'on a eu il y a plusieurs années. Est-ce que toi ça te change ta manière de penser tes vidéos et est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que tu préfères les contenus courts? Donc déjà je kiffe cette question, je me frotte les mains tellement je suis prêt à la répondre. J'ai bien fait mon taf. Alors déjà il y a eu donc 2022, en fait c'est des cycles, genre 2022-2023 il y a eu la MrBeastification de tous les contenus, genre les vidéos elles devaient faire 13 minutes, cut ultra rapide, on laisse que l'essentiel, on va vraiment en mode rétention, genre maximum de rétention. Puis, la rétention, pour ceux qui ne connaissent pas les termes YouTube, c'est garder les gens le plus possible sur la vidéo, qui regardent le maximum de timing sur la vidéo. C'est ça, on n'envoie que de la dopamine en continu, on n'envoie que des réactions, des émotions, un truc qui se passe, un autre c'est le truc qui vous fatigue un peu, mais vous aimez ça, quoi. C'est hyper addictif, en fait. T'en redemandes, c'est un peu les techniques TikTok, c'est qu'on t'envoie du truc en continu, mais là, sauf que c'est sur une vidéo YouTube. Donc il y a ça. Et puis là, on arrive 2023, 2024, on est sur du retour à l'authentique, mais comme on pouvait déjà avoir à l'époque vlog 2016, tu vois. En fait, c'est des cycles. Genre, là, on reveut de l'authentique, on reveut du long, parce qu'on en a ras le cul du trop vite. On veut laisser les gens développer leurs propos. Enfin, on veut laisser les gens développer leurs propos. Et puis, voire même chill un peu. Genre, tu peux laisser des respirations, t'es pas obligé de tout cut. Ça va aller. Puis, je suis sûr que dans 2 ans, les gens diront ça y est, les vidéos de 45 minutes, ça y est frère, c'est bon, cut un peu. Et je pense qu'en gros c'est juste des cycles, c'est cyclique, vraiment c'est ultra cyclique. L'époque vlog, vraiment on est représentative 2016, 2017 et compagnie. Quand je les regarde aujourd'hui, je trouve ça long, quoi. C'est long, mais à un moment on surkiffait. Et après il y a eu ce truc de vitesse, et puis à nouveau on resurkiffe les slow vlogs. Moi j'avoue je suis toujours restée sur les trucs un peu slow. Je peux comprendre. Par contre des fois je les regarde en 1.25, du coup c'est très contradictoire. Ah oui. Le 1.25 qui part, ok, je peux comprendre. Ouais, ça m'arrive. Mais ce que j'aime bien en fait en ce moment dans les contenus, c'est qu'on retrouve aussi ce truc de
d'avoir des trucs peut-être moins léchés maintenant et de plus montrer des vrais trucs. Avant, on était vraiment sur de la surprod et tout. Ouais. Là, on revient petit à petit à des trucs un peu plus... où on montre peut-être un peu plus la réalité entre guillemets. En fait, il y a encore des trucs surproduits, mais... Faut doser quoi. Faut doser parce qu'il y avait avec l'époque McFly et Carlito où chaque vidéo était un blockbuster, où chaque vidéo devait être... Justement, ça j'allais dire, quand tu les regardes aujourd'hui, tu vois qu'ils ont suivi ce truc de ralentir. Ils sont en mode maintenant... D'être moins dans du show. C'est vrai que c'est un bon exemple. Après, eux, ils ont cette chance de pouvoir poser leur cul devant une table et dire ce qu'ils veulent. De bouffer 40 glaces pendant une heure. Pourquoi ils ont cette chance? Tester les chips, allez. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi les cacahuètes aujourd'hui. Ouais, c'est clair, ils ont fait les télécommandes là. Mais pourquoi ils ont cette chance? Parce qu'avant, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des classiques. Quoi. Et je pense que c'est juste une question d'équilibre et qu'il y a eu un moment où ça surenchérissait trop. Et je pense qu'il faut un équilibre. Puis même l'arrivée du stream, tu sais, des gens aussi qui sont chez eux et il n'y a pas de montage, je pense que ça a aussi un peu ralenti ça. Le stream... qui est plutôt sur une pente stagnante. Quand on regarde les courbes 2022, 3, 4. Je pense qu'il y a eu vraiment l'effet Covid. Et là, ça y est, c'est en train de... Ouais. En fait... Non, mais je veux dire, en tout cas, ça a influencé la manière aussi de monter des vidéos YouTube. Oui, parce que les gens maintenant sont habitués à avoir quelqu'un de posé qui parle et ils sont patients, tu vois. Ouais, je comprends. Oui, c'est... Mais pour reprendre le cas de Twitch, je dirais que c'est quand même assez... Je crois que les gens, ça y est, commencent à se rendre compte qu'ils n'ont pas 4 heures par jour à louer à ce genre de choses qui prennent énormément de temps de regarder des streamers, même si c'est très chill et l'argument le principal que j'entends tout le temps c'est mais je mets ça à côté en taffant. Alors moi j'y arrive pas. Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable d'être focus avec un truc à côté. Ou alors mon travail est fait à moitié genre. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui me regardent, les lives du vendredi où tout le monde regarde en disant je suis en train de taffer à côté, je sais pas comment vous faites. Moi si j'ai un live, c'est terrible. C'est un mensonge, genre je suis persuadé qu'en gros ils regardent et pendant ce temps ils taffent pas. Ah je dois taffer. Vous avez pas remarqué que vous étiez un peu plus lent en ces moments-là? Et je pense qu'il faut vraiment faire ça quand c'est des petites tâches quoi. Ça dépend des actions. S'il faut écrire un truc et tout, moi je le ferai pas. Mais... Jamais. Moi si je suis en full créa, je vais être vraiment dans mon truc quoi. J'ai mes œillères sur mon écran. Et du coup, si on revient sur le timing des formats, en plus la question est passée aussi, toi, est-ce que tu te plies un peu aux tendances ou est-ce que tu arrives à un moment où tu t'es OK avec... Le fameux combat. Bah ouais, parce que c'est tentant de prendre des concepts qui existent, de les reproduire dans notre niche. C'est tentant et je l'ai déjà fait plein de fois, je m'en cache pas. Le truc que j'ai payé... 4 freelances pour machin, c'est littéralement fait dans la musique, dans les jeux vidéo, dans tout. J'ai payé 5 compositeurs pour me créer la même musique, j'ai payé 4 créateurs de jeux vidéo pour me créer un jeu. Ça marche dans tous les domaines, mais en fait je pense que c'est ça aussi YouTube, c'est savoir regarder des vidéos de jardinage qui vont te donner une idée de concept pour le design. En fait c'est savoir prendre une mécanique et l'utiliser dans ton domaine. Et pour moi, ça s'appelle... c'est de l'inspiration, c'est du remaniement de... Des vidéos d'appel aussi, quand tu veux te lancer et tout, ça peut être un... il y a la vidéo Beyblade qui est en train de passer. Oh là là, me régale. Mais c'est pas facile parce que... Je sais pas, je sais pas si... Je suis partagé, en fait, à chaque sortie de vidéo, je remets toute ma carrière YouTube carrière YouTube, le grand mot, mais... Je remets tout en jeu, genre je suis en mode non mais maintenant faut que je fasse du vlog maintenant. Alors que j'aime pas vlogger, mais juste j'ai vu des trucs cool. Après, de vlog. Mais tu sens que t'es forcément un peu. C'est sûr qu'il y a des gens qui font ça bien, qui ont des bonnes statistiques. Je me dis du coup, ça donne envie. Ça donne un peu envie. En plus ça a pas l'air si compliqué. Mais du coup je suis partagé entre être moi-même. Mais à la fois utiliser des mécaniques que j'aurais pas l'habitude de faire, genre le vlog. J'aurais pas l'habitude. Là, je vais faire une vidéo qui sort un peu de ma zone de confort. Je vais filmer un peu des trucs J'espère qu'on verra du quotidien. Je sais pas, je verrai. Peut-être en mode easter egg, on verra. Dans mes vidéos et dans la vraie vie, je suis quand même vraiment la même personne. Genre, si ça fait aussi partie de ta question. Je confirme. Il n'y a aucune diff, à la limite, juste dans la manière un peu théâtrale de parler. Il y a peut-être un peu plus dans la vidéo, mais sinon, c'est vraiment, j'ai les mêmes avis, les mêmes trucs. Pour moi, en fait, la manière dont on est dans les vidéos, c'est un peu la manière avec laquelle on répond au téléphone. Tu sais, quand tu réponds au téléphone, tout de suite, tu prends une voix un peu différente. D'intensité, Voilà, c'est juste parce que tu as l'habitude de oui, bonjour. Genre, tout de suite, c'est beaucoup plus. Tu as la voix un peu plus aiguë et tout. C'est un peu le même truc. J'ai une pote qui fait ça de ouf. Elle me parle normal, après, elle a un. Oui, allô. Moi, je fais pareil. Le switch de ouf. Pareil. En parlant du coup de ces différents formats, tu as sorti récemment un format long, un peu plus reportage sur les studios Ankama, etc.
incroyable, cette vidéo. Elle est vraiment bien. Je rigole. Non, mais je sais effectivement qu'elle a fait moins que ce que tu espérais. Et c'est vrai que c'est trop con. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce qu'elle est absolument incroyable. Mais du coup, je voulais savoir, toi, comment tu as vécu l'expérience et est-ce que ça t'a donné envie d'en refaire des comme ça, même si tu as senti qu'il y avait un peu moins d'accrochage, alors que les commentaires sont quand même très bons. Oui, en tout cas, les commentaires qui ont vu savent que c'est une bonne vidéo. Ceux qui ont regardé. Mais je sais les erreurs que j'ai faites et je sais. Tu penses que ça vient de toi? Ah, il y a plein de trucs qui viennent de moi, ouais. Ok. Déjà, la première chose, c'est que j'ai jamais habitué ma communauté à des vidéos extrêmement longues. Genre, j'avais toujours entre 12 et 20 minutes. Elle fait combien? Elle fait 52 minutes. Ok. Donc là, on est quand même sur une vidéo. En gros, ils faut se poser, quoi. Ils voient McFly et Carlito. Justin, ils font. Oh, ça dégage. McFly et Carlito. Ouais, je me la mettrai plus tard. Je me la mettrai plus tard, mais sauf que le plus tard n'existe pas. Ils se la mettent jamais. C'est du docu, du coup. C'est du docu-reportage. Okay. Slash reportage. Je dirais reportage plutôt. J'ai dit docu, je me suis fait insulter. Je rigole. Mais en gros. C'est déjà un sujet un peu plus niche, j'en ai conscience, mais je sais que dans cette niche, il y a une communauté énorme. Ouais. C'est juste qu'elle n'a pas été touchée, en tout cas la vidéo n'a pas été push à cette communauté, puisque YouTube, son fonctionnement, c'est d'abord de push à ta base d'abonnés à toi, et selon comment ta base d'abonnés est réceptive à cette vidéo, il va continuer à la push à d'autres personnes. Et au bout de 2 semaines, il se passe aussi un truc un peu chelou, c'est que on va dire que ta base d'abonnés, il la propose plus à ta base d'abonnés, il va la proposer un peu à d'autres gens aussi, un peu random, pour tester et voir. Et du coup, ce qui fait que parfois, il y a un deuxième bump dans la courbe de vue. Au bout de 2 semaines, il y a un peu des gens qui arrivent de nulle part. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai fait pas mal d'erreurs dans l'intro, je pense. Genre, mon intro est pas assez aguicheuse, ne donne pas assez envie de rester tout le long. Et aussi dans la façon de monter, qui peut être un peu longue parfois. Moi, j'ai surkiffé. Je peux comprendre, mais après, je suis pas la plupart des gens sur YouTube, je pense. Il faut rentrer dedans, en fait. Il faut aussi un peu... Et pourtant, je connaissais rien. Ça me fait plaisir. Je connaissais de nom, en fait. Je connaissais Wakfu, je connaissais Dofus, etc. Mais j'ai jamais vraiment regardé. Et en fait, je suis restée parce que, en fait, déjà, les questions étaient méga intéressantes. Ce que disaient les gens était méga intéressant. Enfin... Ouais, jamais trop. Et la miniature aussi, qui est le sujet de guerre. Comment ça m'énerve, la miniature. En fait, je m'y prends toujours trop tard, je le sais, parce que maintenant, YouTube, il y a des YouTubeurs, ils sont ultra rodés, genre, ils ont leur minia et leur titre avant même d'avoir tourné la vidéo, chose que moi, je fais pas. C'est fou. Et je garde ma miniature pour la fin. Et en fait, je me laisse pas assez de temps. Et je me laisse pas assez de phase de réflexion. Et je pars du principe que ma première idée et ma première intuition, c'est toujours la bonne. Et en fait, je me trompe très souvent. Et c'est très rarement la bonne. Et souvent, je rectifie le tir un petit peu 1 semaine et demie après, parce que ce qui est cool avec YouTube, tu peux changer la miniature. Tu peux changer. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que vu qu'elle est continuée à être proposée, il suffit que ta miniature soit mieux et ton titre d'un coup, aussi. Ça repart. Et d'un coup, en fait, pour 100 personnes, il y a eu 20 clics au lieu de 4 avec l'ancienne miniature. Et du coup, ça va. Et du coup, YouTube va comprendre que on va retester sur d'autres personnes. Ah ok, je savais pas que tu faisais. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que si tu l'avais fait en 2 parties, tu penses que ça aurait mieux marché ou pas? Je pense pas, parce que moi, je pense pas non plus. Je pense que la partie 1 aurait bien marché, la 2 ils auraient flop. Je pense que ça, faut assumer, genre en mode c'est un projet test, c'est un pilote. Je vois si ma commu est réceptive ou pas. Elle l'est, mais moyennement, parce que sujet, je pense, un peu trop niche. J'avais une autre idée, c'était Xilam, qui est le studio de production de Oggy et les Cafards, Shuriken School, d'autres trucs, Les Instincts de l'espace. Ouais. Ça, typiquement, ça peut parler vraiment à tout le monde. Ouais, ça peut et c'est taper français. Fort, c'est français. Et c'était une idée que j'avais, mais quand j'ai vu à quel point c'était réceptif sur du Wakfu, ça m'a démotivé forcément. Et c'est un peu toujours pareil, c'est les vidéos où tu mises le plus qui marchent le moins. Parce que tu mets beaucoup d'attaches, beaucoup de pression. Vous avez intérêt à regarder Yo Clash. Hein, ouais, mais attention, j'ai pas mis toute ma thune dans ce projet. C'est ça qui est chiant, c'est que tu vas avoir beaucoup d'attentes et il suffit que tu loupes ton démarrage avec la miniature et le titre. Arrête, tu mets une pression. La miniature est déjà prête. Ah ok, ça va. Mais par contre, du coup, j'ai quand même une question méga importante, c'est est-ce que toi, quand t'as tourné la vidéo, est-ce que t'as kiffé sans parler de YouTube, etc. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que il y a tout ce que j'aime, c'est je vais dans un lieu, je fais du tournage, donc déjà je surkiffe. Ensuite, j'étais pour une fois à la place du mec qui pose les questions, et j'avais 2 personnes avec moi, j'avais Aurélien Thomas et Théo Nigro, qui m'ont aidé sur le cadrage et qui ont d'ailleurs cadré toute la vidéo. Et je suis content parce que c'est des amis à moi, je les ai fait travailler dessus. Et du coup, c'était vraiment en mode homemade.
il y aura un petit peu des erreurs, il y aura des petits fails, c'est pas grave. On y va en mode authentique et j'y vais pas en mode France TV, quoi. Ouais. J'y vais en mode authentique et du coup, ça se ressent, je trouve, dans la vidéo que je crée vraiment un lien avec les gens que j'ai interviewés et que c'est pas simplement des habitués des questions et qui sont en mode. J'ai essayé de poser des questions qui sortent un peu de la norme que plutôt genre. Ah, vous avez gagné combien d'argent? C'est quoi votre journée type? Des trucs comme ça, tu vois. J'ai vraiment essayé de trouver des questions qui, selon moi, étaient pertinentes. Et du coup, ça m'a fait rentrer dans un espèce de travail de journaliste que j'ai jamais fait, qui est super passionnant, mais très dur à la fois, parce que quand la personne n'est pas réceptive en face, tu sais que tu as posé une question de merde, et ça fait chier, et tu sais que ta vidéo est nulle du coup. Mais j'ai vu des réponses, et quand j'ai vu les réponses sur place, j'ai fait « Waouh, le montage, ça va être trop bien ». Et j'adore aussi, un truc que je dis pas tout le temps, mais j'adore monter, quoi. Faire du montage, j'adore ça. Ah putain. Et du coup, la vidéo, j'ai surkiffé la montée. Et à la fois, j'ai souffert, puisqu'il y avait beaucoup de rush. T'as passé combien de temps en tout entre le tournage En vrai, je dirais tout compris, j'étais 1 mois dessus. Ouais. Donc quand même, pas non plus projet de la vie. Ouais, mais projet allez regarder cette vidéo, putain. De fou, ouais. J'ai passé 1 mois quand même dessus. Et franchement, ça m'a épuisé de voir que le démarrage est catastrophique. Ouais. En fait, j'ai fait le deuil au bout de 2 semaines. J'ai fait, bon, bah, c'est pas grave. Mais pendant 1 semaine et demie, ça m'a bien rongé quand même. Ouais, bah en fait, quand tu mets autant de temps et que t'as fait un truc où toi, t'as été passionné dans le truc, ça fait forcément chier. Il y a Baleine Lunaire qui dit ces tips minières, intro dynamique, etc. Est-ce que c'est ciblé uniquement sur tes followers ou sur les non-followers? Parce que personnellement, en tant que follower, si la personne voit une vidéo de toi, peu importe le titre, peu importe la minia, peu importe si l'intro est bancale, elle va visionner car le sujet de la chaîne l'intéresse. Donc, est-ce que toi, tu penses plutôt justement à agripper des gens qui connaissent pas? Moi, là, j'étais sur cette vidéo particulièrement, j'étais en mode je vais agripper une toute nouvelle sphère de personnes. J'étais en mode, mais comme elle n'a pas dépassé ma sphère d'abonnés, et oui, du coup, t'as pas pu voir. J'ai récupéré, on va dire quand même pas mal de nouvelles personnes, c'est sûr, au final. Mais en gros, j'ai juste eu plein de gens qui ont vu ma vidéo dans mes abonnés et qui ont fait non, flemme. Et du coup, ça fait. Moi, je l'ai regardé, je l'ai enregistré dans mes trucs à regarder plus tard. Je crois que je t'ai même envoyé un message en mode putain, le sujet m'intéresse de fou. Et je l'ai regardé. Je me suis posée, je l'ai regardé entre midi et 2, genre sur ma pause repas et tout. J'étais en mode. Okay, oui, du coup, t'as le risque de pas forcément intéresser les gens qui te suivent. Et donc, du coup, que la vidéo pop up et que tu puisses même pas voir si ça intéresse des gens qui te suivent. Je serais hyper intéressée par un test de YouTube de ne pas mettre le timecode quand tu as juste les miniatures. Que les gens ne sachent pas le timing de la vidéo. Tu peux les cacher. Ils ont testé ça? Ils ont fait des tests sur la date aussi, de pas mettre les dates. Parce qu'en fait, il y a des gens il y a 2 ans, les gens ils zappent. Parce qu'ils voient il y a 2 ans, ils se disent ah, c'est plus actuel, je regarde pas. C'est vrai que ça peut m'arriver. Alors qu'il y a des vidéos super intemporelles, mais moi aussi ça m'arrive. Il y a 3 ans, sauf si vraiment la miniature elle m'a genre un peu étonné. Si c'est un sujet ultra niche, oui, tu vas regarder peu importe, mais c'est vrai que des fois. Mais après, ça peut être vraiment pratique d'avoir la date sur des trucs très précis comme des tutos, des trucs de soft, des trucs de. Ouais, pour les tutos, la date c'est trop important. Les trucs ils évoluent dessus. Des trucs administratifs, je veux la dernière vidéo, je veux la dernière version, c'est normal. Ils ont testé quand même, je crois, avec le timecode, mais je crois que ça a été genre testé sur un échantillon de personnes, de 1000 personnes. Parce que j'avoue, ça, je pense que ça pourrait vraiment changer la donne de tu vois pas le temps de la vidéo. Ouais, mais en même temps. Il faut vraiment t'avoir sur le titre, mais du coup, tu cliques et tu fais Wouah, 2 heures! Ouais, mais du coup, est-ce que ce serait pas pire? Parce que du coup, les gens verraient 2 heures et retournent en arrière, et là, du coup, ça te flingue ton truc, quoi. Ça flingue la courbe. La courbe. Clairement, ce serait terrible. Mais maybe. Mais voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses avec cette vidéo. Mais en fait, je me suis pris pour ego, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais sortir une vidéo, un blockbuster. Un blockbuster, j'abuse, mais je vais sortir une grosse vidéo de 50 minutes et je vais toucher de nouvelles personnes. Sauf que ça marche pas, ça. En fait, il faut les accompagner en transition, tes abonnés. Genre, déjà, j'ai remarqué des gens qui me disaient, tu détailles plus trop tes trucs de. Quand tu parles de motion, tu détailles plus. Maintenant, tu montres juste le résultat final. En fait, ça m'a permis de gagner des nouvelles personnes qui ne voulaient pas voir les détails. Ouais. Mais par contre, j'ai perdu 2-3 personnes qui voulaient voir les détails. On ne peut pas plaire à tout le monde et il faut toujours trouver ce juste milieu entre les deux. Et je pense qu'entre chaque vidéo, il faut réduire petit à petit. Si ton but final, c'est d'être mainstream et de toucher plein de gens, il faut emmener ta commu actuelle. Ou alors complètement y renoncer. C'est d'arriver d'essayer de les garder quand même sur le chemin. J'ai un exemple parfait pour ça, c'est Clément, qui est un ancien graphiste de chez TF1, et il faisait des logos de foot. Donc il était dans cette niche, graphisme sport.
Voilà, c'était sa niche. Il était bloqué, en vrai, il stagnait, il faisait 50 000, 60 000 vues par vidéo, ce qui est très bien, hein. Mais en gros, il stagnait, il prenait plus d'abonnés. C'était sa commu qui le regardait tout le temps. C'était tout le temps les mêmes personnes, jamais des nouvelles, à part sur une ou deux vidéos qui pétaient un peu plus. Et il a dit, ça me saoule. Il a tout supprimé, il a tout mis en privé. Et il a commencé une chaîne YouTube avec une vidéo. Il a dit, je mise tout là-dessus. Il a fait. Maintenant, il va dans l'art en général. Banksy, des Tim Burton, Picasso. Il va parler vraiment d'art en général. Et il va ramener, lui, sa façon de faire. Et en fait, ça m'a choqué. J'en parle parce que ça m'a choqué. À quel point derrière. On l'a mis dans une case, ce mec. On l'a mis dans logo de foot. Et en fait, derrière lui se cachait un potentiel hallucinant de sound design, de montage, de storytelling, que honnêtement, en le voyant dans son ancienne période, j'aurais jamais douté. Ouais. Ce mec est monstrueux dans ses vidéos. Les derniers, moi j'ai vu les derniers et j'ai pas eu ce switch. Enfin, j'ai vraiment eu le moment de. Je regarde. J'étais encore effectivement dans ce truc de foot et genre l'autre jour j'ai vu une de ses vidéos et je fais attends what? C'est insane. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il a fait ce switch magnifique. Au début, ça fait du 10 000 vues. En fait, ça fait 10 000 vues. Il y a ces vrais abonnés qui cliquent et en fait, ça prend au bout de 2-3 semaines, ça commence à être proposé par des nouvelles personnes. 600 000 vues, la vidéo. Et après, genre, il en fait une deuxième, pareil, ça floppe au début, mais après, hop, l'algo. Et en fait, maintenant, s'il fait pas une vidéo en dessous de 100 000 vues, c'est un flop, quoi. Et genre, c'est devenu un peu genre le rendez-vous. Moi et mes petites vues YouTube. Non, mais c'est ouf. En fait, ça montre que c'est possible, que quand t'as une ambition de vraiment laisser tomber une communauté et de dire, en fait, je peux plus. Faut oser le faire, quoi. Genre, j'en veux plus, il me saoule, la communauté. De toute façon, si tu sens plus le truc au bout d'un moment, en fait, ça sert. Enfin, genre, moi, je serais incapable de faire des contenus qui ne me plaisent plus et que j'ai plus envie de faire, quoi. Je crois qu'il en pouvait plus, alors ça se ressentait. Ouais. Et là, il a fait, quitte à faire 3000 vues, je fais ça. Et en fait, ça a pris, donc, incroyable. Vraiment, c'est le glow-up le plus impressionnant YouTube que j'ai vu ces dernières années, quoi. Voilà. Vous avez le lien YouTube et Insta dans le chat. Je vais avoir une dernière question. Si vous avez encore des questions dans le chat, c'est le moment. Parce qu'on est un petit peu en retard. Non mais t'inquiète, c'était beaucoup trop intéressant. Là, il va falloir faire du short. Ah bah alors là, faire du short. Tu mets Justin dit qu'il faut se faire sous-payer. Genre sous-payer. Justin dit que le freelance c'est pas pour les faibles. Mais genre mets une minorité, je pense, dans le titre, comme ça, ça tue. Genre. C'est bon. Ouais, bien joué. Quelles sont tes ambitions pour les prochains mois, pour les prochaines années, peu importe, au niveau du free, au niveau de la création de contenu, ce que tu veux. C'est ce que mon agent qui s'occupe des sponsors aimerait bien savoir aussi, mais que je lui donne toujours la réponse du Où tu es allé ? Je suis au feeling un petit peu. En fait, mes envies évoluent vraiment beaucoup. Mais ouais, j'ai un truc en tête, mais j'aime pas trop en parler parce que j'ai peur de jamais le faire. Ouais, j'ai peur de jamais le faire. J'ai ce problème. Ouais, en fait, je préfère. Mais à la fois, non, je vais pas le dire. J'ai pas envie que ça me. Non, mais je comprends de fond. En fait, je veux le laisser tranquille. Je veux pas quand on me voit, on me dise alors Ouais. Tu vois, ça me saoule. Je veux juste que ça sorte quand ça sort. Le jour où j'ai commencé à parler, le Helio Clash était dans les clous depuis. Ça fait 3 ans que c'est dans les clous. J'ai pas commencé d'en parler il y a 3 ans. Ouais. J'ai commencé vite fait d'en parler l'année dernière. Et plus je me mettais à en parler, plus je sentais qu'il y avait une attente qui se créait. Puis je trouve que c'est le meilleur moment, c'est le moment où ce projet il appartient qu'à toi, tu l'as juste dans ta petite tête, genre c'est trop bien. Mais maintenant je suis un peu plus, je garde les trucs, genre j'ai pareil, un peu comme toi, mes idées changent très vite, mais j'ai aussi des trucs que j'aimerais faire et c'est je pense que c'est mieux de se les garder parfois pour soi. C'est bien de le partager à ses amis très proches. Ouais, parce qu'il faut en discuter aussi. Ça permet d'avoir un avis extérieur, même s'il est un peu biaisé parce qu'ils te connaissent et qu'ils sont pas toujours. Non, mais tout ce que tu feras sera formidable. Ou alors très critique, tu vois aussi. L'extrême opposé du très critique, alors que ça pourrait plaire à tellement de gens au final. Enfin voilà, c'est. Ryan qui nous dit le seul objectif de Justin, monter grand champion sur Rocket League. Et là, tout juste, exactement. Et on va jamais y arriver, ça me casse les couilles. Putain. Et Saturne dit est-ce que vous trouvez pas que si on en parle, ça force à le faire ? Alors. Je me permets de répondre avant toi. Vas-y. Oui et non, parce que ça dépend de l'ampleur de ce que tu cherches à faire. Si c'est un truc juste perso que pour toi, bien évidemment, ça te force à le faire. Si c'est un truc qui inclut une orga des gens, c'est galère parce que ça dépend pas uniquement de toi. T'as plus d'excuses, ouais. Genre le Helio Clash, il y avait un monde dans lequel c'était impossible de le faire. Donc ça dépend de pas mal de choses, je pense. Il y avait un monde où le Helio Clash, il se passait ici, sinon ?
Ou c'était impossible, inimaginable? Je n'ai pas... non, Non, tu je l'as pas envisagé. Je l'ai pas envisagé. Non. D'accord, ok. Non, c'était pas dans les clous. Que dit le chat un petit peu? Après, il y a des petites questions, mais ça va vite. Désolé. Si tu dois recommencer le freelance demain, mais avec tes connaissances d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? Rien en fait. Aucun regret. Moi, en vrai, je changerais rien. Parce qu'il y a en fait, ça t'apprend plein de trucs. Même de faire des erreurs et tout, Et du coup, tu démarres avec toute cette connaissance. C'est dur. Tu démarres avec... cette question, tu démarres avec... bon, putain, je change de taf, quoi. Ça bourrine. Non, mais... Franchement, je suis vraiment très content de comment j'ai fait. Parce que je l'ai fait assez naturellement. Et je suis... En vrai, au final, je fais la réponse du « je changerai rien ». Mais pour de vrai, je suis très content de comment j'ai fait. Genre... je suis content d'avoir commencé pendant mes études, YouTube à côté, et que ça ait fructifié sans vraiment que j'ai un business plan précis en tête, mais que ce soit... Ça, c'est le top. Quand le top. C'est bien ça. L'ultime, c'est vraiment quand tu fais juste un truc en passe-temps et que ça... Alors, ça peut aussi être chiant si ça devient ton taf, parce que c'est cool de garder des passions qui sont pas monétisées. Ouais, ça dénature un peu le truc. Garder des hobbies non monétisés. Mais c'est cool aussi quand un hobby se monétise parce que tu te dis waouh, on peut me payer pour mon travail, c'est ouf. Donc je suis très content d'avoir fait ça dans cet ordre-là et je suis très content d'être dans la team transition douce. Moi, je suis un mec qui prend pas beaucoup de risques. J'adore ce mot transition douce. En fait, on dirait un maire écolo. De ouf, le vélo, les modes doux. Mais ouais, je prends pas énormément de risques. Je les prends quand je sens que ça fait plusieurs fois que j'ai des appels de phare qui me disent bon, go là quand même. Voilà, donc très content quand même de comment... En vrai, je suis content, tout simplement. Non, mais tu peux, je trouve. Belle carrière so far. Moi, je sais pas, non. Y a pas de... trop envahissant comme question. Ok, ça. je comprends. T'as vu ce que je me prends depuis tout à l'heure? Ouais, non, franchement, t'as des changements de life. Si tu devais tout recommencer, si tu devais être quelqu'un d'autre. Si tu devais renaître, tu naîtrais où? C'est bon. Quel prénom tu voudrais avoir? Et toi, du coup? Tout est remis en question. Moi, en vrai, je laisserais comme c'était, même avec mes connaissances. Enfin, forcément, t'as des connaissances actuelles, donc. Vas-y. Non, mais en vrai, ouais. Mais j'ai dit avant toi, en plus. Attends, ouais. Non, mais en fait, il y a eu plein de trucs que j'ai arrêté de faire, mais qui pour autant, en fait, je suis passée par là. Et maintenant, en fait, je sais que j'ai pas envie de ces choses-là. Par exemple, j'ai travaillé en collectif pendant 3 ans et demi, 4 ans. Bah maintenant, je sais que j'ai plus envie de le faire. Et du coup, si je l'avais pas fait, même avec les connaissances que j'ai, enfin, j'aurais pas cette connaissance-là, je pourrais pas les avoir vu que je l'ai pas vécu. Et du coup, peut-être que je me dirais, là, je vais me mettre en collectif. Et en fait, je me rendrais compte que non. Ouais. Enfin, du coup, non, ça me va bien comme ça s'est passé. Donc, ça me fait penser au truc du local. D'avoir un local, cette idéalisation, romantisation d'avoir un local. Moi, je suis partisan du fait que... on est bien chez soi. Non. Et que je suis partisan du fait que j'ai fait le tour de la question 900 fois dans ma tête. Et en fait, j'aime bien avoir ça chez moi, voilà. Moi aussi. Et je peux comprendre cette volonté de séparer pro-perso parce que t'as ton lit à côté et là, t'as ton bureau. Mais moi, j'avoue, j'ai une pièce dédiée, du coup, c'est pas mal. Parce que c'est chez ça, moi, mais parfait... quand même, c'est vrai. J'ai quand même des petits sièges et tout. Tu vois, moi, j'ai pas réussi, mais je trouve que oui, il y a cette tentation d'aller sur des trucs non productifs, puisque tu as à proximité ta télé. Ouais, mais je pense que quand tu es dans un. Mais je crois que je travaille. Il n'y a pas de meilleur endroit où je travaille que chez moi. Ouais. Genre, moi, le peu de fois où je cowork avec des gens, que ce soit dans un atelier, que ce soit dans un café ou quoi, je suis pas productive. Ou alors, il faut que je fasse des tâches. Donc, si je vais dans un café, c'est que je sais que je fais du dérush. Oui, voilà, genre des trucs où tu n'as pas à réfléchir. Tu enlèves les blancs, voilà, tu t'enlèves les trucs, voilà, tu fais ton truc, tu es en mode automatique. Manon qui dit lit égale bureau. Se réveiller avec vue sur le bureau, c'est terrible. Ça, je peux comprendre. Mais après, moi, j'ai associé le bureau à quelque chose de positif, puisque le bureau, pour moi, c'est jouer, c'est partager des moments, et c'est aussi travailler, effectivement. Mais ça peut être, je comprends vraiment, une source d'angoisse énorme, quand tu sais que ton client t'a mal parlé, ou alors tu dois rendre quelque chose et tu galères dessus, de se dire que tu t'endors à côté de cet objet, ça peut faire un peu chier, ouais. Moi, c'est vrai que vu que j'ai la pièce dédiée, genre, je ferme la porte et c'est bon, quoi. T'as la petite frontière. Mais je pense que je suis persuadé que d'avoir un local, en fait, ça me créerait pas une meilleure dynamique que prévu, qu'on ne pense que ça le donnerait. Oui, t'as peut-être cet élan entre guillemets du départ et tout, mais en fait, ça reste. Je vais dans un lieu trop stylé, j'ai mon lieu dédié, et en fait, au bout de 3 mois, tu t'en. Oui, c'est juste commun. Et c'est Je garde ma thune. En fait, gardez vos thunes pour de la trésor ou pour d'autres projets. Ou alors à la limite, d'être vraiment dans un autre truc, c'est-à-dire un atelier partagé avec des gens où il y a une dynamique. Mais là, je travaille plus, quoi. Là, je travaille plus, là.
Non, mais là, il faut être avec des gens sérieux, tu vois. Mais après, je pense que oui. Enfin, je pense que je dis ça parce que genre je l'ai d'avoir un jamais local fait, solo, aucun intérêt. Ouais. Ah non, si j'avais un local, oui, ce serait avec des gens. Genre, je vois. Je pense aussi. Vraiment mais il faut pas l'intérêt d'avoir un quand même bureau. des pièces un peu dédiées parce que Ouais. en mode open space, Si tout le monde dit que... Ouais, c'est... Non. Non, je peux pas. Il y a Manon qui dit astuce cool pour ne pas haïr son bureau, se faire un setup tout joli avec des trucs sympas pour éviter de vouloir se crever les yeux. Bien sûr. Je suis partisane du joli bureau. Mais moi, mon setup, il est optimisé à la perfection. J'aime trop mon setup. Faut trop aimer son setup. Faut pas arriver au bureau et faire oh, c'est une planche de bois de merde. Ah ouais, non. Je suis sur une chaise de merde. Non, j'ai investi. Ouais, j'ai investi. Petit flexi-spot assis debout. Voilà, petite chaise. Ah, bien sûr. Ok, ça va. Là, j'avoue, en ce moment, j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai remarqué que quand j'ai trop de boulot, je pense plus à l'utiliser. Ah, ok. T'es en mode. Ouais. Okay, trop de boulot, c'est. Vraiment, j'en parlais à Robin littéralement ce matin. Je disais putain, en ce moment, genre, je sens que je suis comme ça, tu vois. Moi, ça me fait chier. Genre, quand je me redresse, je me dis ça fait du bien. Mais non, je l'utilise quand même. Alors que vous savez, la chaise en forme de boule, là, ce truc-là, je l'ai utilisé 3 fois et après j'ai arrêté. Ça ne fonctionne pas pour moi. Ouais, les espèces de ballons, les quoi. Balles où tu t'assois et tu sais, ouais, voilà. Bah ça j'ai essayé et c'est pas pour moi. Non. Par contre, je me tiens très mal sur ma chaise. Regardez mon taf de loin, tu sais. D'accord. Je me mets beaucoup trop en tailleur sur la chaise, c'est terrible. Mais oui. Le fameux. En tailleur, le dos penché, ouais, ça c'est ça. Ça je peux pas, ça je suis incapable de faire ça. Ah ouais, jamais fait. J'adore. Mais il me faudrait un repose-pied en fait. Je pense que du coup ça me pour de vrai, forcerait repose-pied, c'est incroyable. Mais je trouve pas la bonne taille en fait. Je dois avoir vraiment une taille de jambe bâtarde parce que j'en ai un et il a fini dans mes chiottes en fait parce que ça ne marchait pas pour mon bureau, c'était trop haut. Position toilette, ça améliore donc, aussi le. Et du coup c'est devenu ça, c'est devenu un petit. Comment on appelait ça là Dans le chat. Ça avait un nom. Dans le chat. Le truc pour voilà, bref. Mais même en tout cas pour les procrastinateurs et procrastinatrices, d'avoir un espace où, enfin moi je sais que je peux procrastiner très vite, donc je maîtrise tout autour de moi, au sens où je sais où les choses sont. Parce que de chercher un truc, ça peut me déconnecter en mode ah mais d'ailleurs Nanani, c'est bon, t'es plus là. Donc de rien chercher, donc de savoir où sont les choses et surtout genre moi je pars, je suis vraiment une psychopathe en mode je finis ma journée, mon bureau est clean, hormis si je suis sur un truc vraiment voilà, et du coup j'arrive le matin, moi j'ai vraiment mes deux côtés et tout, to-do list d'un côté, c'est méga clean aussi. Petite noix de cajou à gauche. Moi c'est la tasse de thé toujours des trucs, tu vois, classique. Ah, t'as un truc dessous toi en mode. Parce que j'ai un petit meuble et je déteste les liquides autour de l'ordinateur. Je peux comprendre, il y a une petite anxiété là-dessus. Quand t'as un animal. Ah oui, ok, surtout un chat. Ça je peux l'entendre. Enfin bref, les tips bureau quoi. On va passer aux petites questions hyper rapides. Est-ce que tu es prêt pour les questions hyper rapides? Ouais. You ready? Yeah, I'm ready. Motion design ou montage vidéo? Montage vidéo. Musique ou silence? Silence. En ce moment, ça va ou ça va pas? Ça va. Projet freelance ou création de contenu? Création de contenu. Bretzel ou praluline? Bretzel. Passé ou futur? Futur. Randonnée en Suisse ou balade à vélo sur les quais lyonnais? Randonnée en Suisse. Observer ou faire? Observer puis faire. Ok. En mode smart la réponse. Allez. Trop smart guy. Le trop petit smart. Joker. Écouter ou parler? Écouter, puis parler, ouvrir sa grande gueule. Et enfin, Bastille ou Ballot? Oh, elle est dure celle-là. Bastille, j'ai plus d'affinité avec lui. Eh oui, j'ai plus d'affinité. Désolé Ballot. Mais j'aime les deux, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci. C'était trop cool. Je pense qu'on aurait pu continuer encore très longtemps. Oui, bien sûr. Écoutez, on fera peut-être une émission 2 One Day. J'ai l'impression qu'on était presque plus en mode discussion que interview au final. De fou. Mais c'est le but aussi, je pense. De fou. Messieurs, dames, nous sommes sur une fin d'émission. Ça a duré combien de temps? Là, on est sur un bon 2h15 là. Ouais. Ah ouais, mais vous inquiétez pas, ça sera un peu cut sur YouTube. On avait gros sur la patate. Ouais, on avait des choses à dire, je crois. Ouais, mais il y avait trop de choses à dire. C'est la dernière de la saison, donc on se retrouve pas avant le mois de septembre. Mais voilà, on est en train de préparer. Ça se refuse rien, petites vacances de petits mois. Mais entre-temps, vous inquiétez pas, il y a le Helio Clash qui va sortir bientôt. Et voilà, j'essaierai de faire un petit peu des contenus pendant l'été. De toute façon, il y aura encore les lives du vendredi. J'espère que vous avez passé une super soirée. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup pour la chronique. Avec plaisir. Et voilà, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Et pour la saison numéro 4, voilà, la saison 4. Des bisous!
À bientôt la team.